Félix Kolodzi est arrêté sans avoir eu le temps de passer à l'action. À 22 heures, les flics m'ont tiré du lit par les cheveux. Ils m'ont dit tiens, le bonsoir d'Yveton, moi j'ai compris. Ils m'ont tabassé à mort devant toute la famille. Ils m'ont emmené au commissariat et là, les tortures ont commencé. Félix Kolodzi est condamné à perpétuité. Fernand Yveton à la peine de mort. Il est guillotiné le 11 février 1957. Je n'oublie pas son exécution. Je ne peux pas l'oublier. Et quand j'étais à Salgadi, j'en ai vu 37. C'est pour ça que j'ai dit que la France devrait demander pardon. 37, je ne sais pas si vous imaginez. Entendre là, à 4 heures du matin, la Casbah, les you-you qui accompagnent ceux qui vont mourir. À sa sortie de prison en 62, sa famille l'a renié. Sa femme, son fils ainsi que son père partent en France. Ils n'ont jamais renoué. Aujourd'hui, Félix partage sa vie avec Badia, une Algérienne qu'il a épousée il y a une vingtaine d'années. Dans les années 60, il obtient la prestigieuse carte de Moudjahid, ancien combattant. Il est envoyé en mission en Bulgarie. Mais en 65, le vent tourne quand il critique le coup d'État de Ouari Boumedienne. Il est menacé d'expulsion et sa carrière est freinée. C'était bien, mais ce qui est terrible, j'arrive pas à maîtriser cette émotion. Parce que les souvenirs viennent de tous ceux qui sont morts, les condamnés à mort que j'ai vu partir, etc. C'est inimaginable. Je sais que c'est imbécile, mais c'est comme ça. Je n'ai que 3 marches à descendre et je suis dans la mer. Maintenant, je nage plus à cause de mes jambes, tout ça. Mais avant, j'étais une très très grande nageuse. Je partais d'ici, je soifard tous les jours. Sans palme, sans masque, sans rien du tout. Et je revenais. Ça fait quand même 2 bons kilomètres, hein. Germaine Ripoll dit toujours qu'elle est restée pour la beauté de cette côte oranaise. Son fils habite tout près et ses petits-enfants viennent souvent se baigner chez elle. À l'indépendance, elle avait 37 ans. Toute ma famille est partie. Ma soeur a commencé, ensuite elle a entraîné ma mère, elle a essayé de m'entraîner à moi et j'ai dit non. Moi je reste. Non, mais tu es folle. Je suis folle ou pas folle, je reste. Et j'étais toute seule, hein, parce que mon mari était parti, j'étais seule avec mon fils. À Arzeux, nous étions 10 000 habitants. Sur 10 000, je suis la seule à être restée. Les gens me disaient, vous devriez vous armer, tout ça. Il n'y en a pas question. Ce qui arrivera, arrivera, c'est tout. J'aime l'Algérie, j'y suis née, mes parents sont nés, mes grands-parents sont nés. Je n'avais rien à me reprocher, aucune malveillance envers les Arabes et tout ça. On a toujours vécu avec des Arabes, toujours. C'était notre famille, c'était tout. En 62, Germaine Ripoll hérite du bar familial sur la place centrale d'Arzeux, un port de pêche qui deviendra dans les années 70 un grand terminal pétrolier. En 66, elle transforme son bar en un restaurant, la Germainerie. Pendant 25 ans, elle régale une clientèle de coopérants, même si la licence d'alcool devient de plus en plus difficile à renouveler.
Aujourd'hui, c'est son fils qui est au fourneau. Après quelques années passées en France auprès de son père, Pierre est revenu vivre en Algérie. En France, je me sentais déraciné. En fin de compte, je ne trouverais pas mes marques. Et l'envie de revenir, de toute façon, était intense. Donc, je n'ai plus renouvelé mes contrats militaires. Et dès que j'ai pu, je suis rentré. L'appel du pays était plus fort que le reste, en fin de compte. La salade de la bonne, c'est bon. Ça, tomate. Voilà. Moi, c'est pour moi. Je suis résident, j'ai une carte de résidence que je dois renouveler d'ailleurs ce mois-ci. Nationalité algérienne, je pourrais la prendre maintenant. Le fait que je suis marié donc à une Algérienne, ça me faciliterait les choses. Mais enfin, pour l'instant, j'attends que les enfants aient leur papier français. Et après ça, peut-être que je me déciderai à la prendre. Parce qu'étant français, on a énormément de problèmes ici. On n'a pas le droit à la propriété, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas le droit. Et voilà. Germaine Ripoll aimerait bien acheter la maison qu'elle loue depuis 40 ans. Pour cela, il faudrait qu'elle ait la nationalité algérienne. Jusqu'en 65, pour les Français nés en Algérie, il était facile de l'acquérir au titre des accords de paix d'Évian. Par la suite, rares sont ceux qui l'ont obtenu. Je l'ai demandé 2 fois. Ils ont refusé. Tant pis, la garde. Mais je reste. Moi, je suis française, de nationalité, sur la carte d'identité. Mais de cœur, je suis aussi algérienne. De cœur, je suis profondément algérienne. Je ne me suis pas tellement posé le problème de la nationalité au début. Et c'est des copains qui sont venus me dire, écoute, si tu veux rester en Algérie, il faut que tu demandes la nationalité. Et donc c'est comme ça que, effectivement, j'ai demandé la nationalité. Donc je ne l'ai pas fait au titre des accords d'Évian, par exemple. Je l'ai fait, je pense, en 67. On a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, on est un Algérien, on n'a pas eu de papier français pendant 30 ans. Je suis française. Et vous voyez, combien de fois on m'a dit, mais Madame Serra, prenez la nationalité algérienne quand même, pourquoi? Ah, j'ai dit non, moi je n'ai pas de nationalité, moi j'en ai une. Parce que si vous en avez 2, vous n'êtes ni une chose ni l'autre. En 1962, Jean-Paul Grangot est l'un des rares médecins français à rester en Algérie. Il a 24 ans et veut aider à construire son nouveau pays. Il y consacrera sa vie. Le docteur Grangot a fondé le service pédiatrique de l'hôpital Beni Messou. Il a occupé des postes importants au ministère de la Santé et formé une génération de pédiatres. Pour nous, en pédiatrie, c'est la référence. Quand vous dites Annaba ou professeur Grangot en pédiatrie, ils connaissent. Je parle des citoyens, je ne parle pas des médecins. Les médecins, c'est normal parce que plus ou moins, elle a été leur prof. Mais même les citoyens connaissent son nom et sa réputation, bien sûr. Oui, après. À l'époque coloniale, peu d'indigènes, comme on les appelait, avaient accès aux études. À l'indépendance, avec le départ des Français, l'Algérie manque de diplômés. Il n'y avait pratiquement plus de médecins. Enfin, à cette époque-là, il y avait pour l'ensemble de l'Algérie à peu près 300 médecins. Et donc, c'était. Bon, il y avait énormément, j'ai connu énormément de gens qui étaient étudiants en médecine, qui sont revenus, donc, ils étaient dans les universités françaises, et ils sont revenus en 62, alors qu'ils étaient en première ou deuxième année de médecine, ils ont eu la responsabilité de service. C'est vrai que c'était une époque extraordinaire, parce que à la fois les gens se sentaient un peu démunis, parce que vraiment ils n'avaient pas de formation, mais en même temps ils étaient engagés de façon incroyable. En 62, Jean-Paul vient d'épouser Marie-France. Elle a 19 ans. Leurs 2 familles s'exilent en France, abandonnant leurs biens immobiliers. Le jeune couple de pieds noirs décide de ne rien réclamer et de sortir de leur milieu.
C'était très libérateur de vivre dans un autre cadre, de découvrir l'Algérie, les Algériens. Donc on a beaucoup plus vécu avec eux. Et je me suis rendu compte que tous nos amis avaient eu des parents, des frères ou des pères qui avaient été tués, un père ou un frère qui avait été tué, ils avaient fait de la prison, dire qu'ils avaient tous payé très cher, alors que du côté de ma famille, on avait eu une vie tranquille, je veux dire, dans cette période-là. Donc là, j'ai mesuré qu'on avait, bon, il y avait une erreur de regard. Pour autant, les Grangot ne coupent pas les liens avec leur famille partie en France. Leurs parents reviendront régulièrement leur rendre visite, gardant un contact étroit avec leurs enfants et petits-enfants. Mon père a été vraiment très très heureux de pouvoir venir et de dire que son père et son grand-père étaient en Algérie, mais son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils aussi étaient nés en Algérie. Donc ça lui mettait il le disait avec beaucoup de fierté, quoi. Je veux dire, il était heureux qu'on ait fait quelque chose que lui n'aurait pas pu faire. L'idée de changer de patrie, c'était une idée qu'il ne trouvait pas acceptable. Marie-France et Jean-Paul Grangot ont voulu se fondre dans la société algérienne. Ils ont mis leurs enfants à l'école algérienne plutôt que française et ont donné des prénoms arabes aux trois derniers. Malik, Nema et Selim, le cadet, qui vit à Alger, marié à une Algérienne. Quand il est entré à l'école, il était le seul de sa classe à ne pas parler l'arabe. J'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse avec les copains parce que je m'appelle Grango et que c'est pas à la base d'un nom algérien. Donc automatiquement c'était assez compliqué et donc je me suis battu pour être algérien. Je savais que c'était mon pays, donc il n'y avait aucun problème par rapport à ça, mais il fallait que je le prouve. C'est vrai qu'on n'avait pas mesuré les difficultés pour les enfants. On a peut-être un peu trop insisté pour être comme tout le monde, alors qu'en fait, c'était pas nécessaire. Mais il paraît que le cadet Floris, il paraît que c'est un corbeille. Sur les 5 enfants Grangot, Selim et Malik vivent en Algérie. Pierre-Yves et les 2 filles, Isabelle et Neïma, se sont installés en France. لاباس mon père لاباس الحمد لله شوفوا ما تشوفش. En 62, Denis Gonzalez est un jeune prêtre catholique. Il officie parfois dans ce quartier populaire de Bab el-Oued. Aujourd'hui, son engagement principal est d'aider les jeunes Algériens démunis. Je suis natif d'un milieu rural. Je ne suis pas un enfant de la ville. Qui c'est qui m'a nourri? Yemma Khouera, c'était une Algérienne musulmane qui m'a dorloté et qui m'a nourri. Et j'ai vécu dans une espèce de cour où on était, dans mon enfance, il n'y a pas de différence. J'étais pris par la même tendresse. Et ça formate un homme. Dans les années 50, le père Gonzalez est marqué par les prêches de l'archevêque d'Alger, Monseigneur Duval, aujourd'hui enterré dans cette basilique. Alors que la guerre fait rage, Duval est favorable à l'autodétermination du peuple algérien. Denis Gonzalez devient son vicaire général. Au départ, dans ce que je recevais comme héritage, c'est-à-dire que j'étais chrétien, j'étais du bon côté de la vie. Les autres, c'était des infidèles. C'est le coup classique qu'il fallait évangéliser.
Or, voilà quel tremblement de terre de Schleff, Orléansville, dans ce temps. Il y a des morts devant. Et c'est là que Duval, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, ce sont nos frères, juifs, chrétiens, musulmans. Nous sommes solidaires. Accueillez-les, Seigneur. Vous qui êtes notre Père commun. Ça bouscule un être humain. Je dis, mais ma problématique, elle devient tout autre. Je me sens subitement en solidarité avec les autres, alors que j'étais dans ce paternalisme, dans cette distance par rapport aux autres. Après l'exode des Français, le père González a perdu ses paroissiens. Il n'y aurait plus que 70 000 chrétiens dans toute l'Algérie, principalement des protestants évangélistes qui pratiquent leur culte en toute discrétion. Le père González s'est adapté. À 1 heure d'Alger, il est engagé auprès de l'association Corso, aidant les victimes d'un séisme qui a frappé la région de Boumerdès en 2003. Qu'est-ce qu'il y a en été? Le soleil. Le Cette association, dont il est un des fondateurs, apporte un soutien scolaire aux enfants défavorisés. On y enseigne le français, l'informatique, mais aussi le Coran. Oui, je suis algérien et chrétien, et je ne suis pas musulman. Mais il y a des choses, au moins, auxquelles mes amis croient et auxquelles je crois. Une transcendance. Oui. Quand je passe dans la rue, veuillez m'excuser, et puis que j'ai un policier, je lui dis un mot en arabe. Et je lui dis, Allah yaounak, que le bon Dieu t'aide, soit avec toi. Allez, que je puisse être en France et que j'ai un policier français, que je lui dise une parole pareille, il me dirait, il est toqué celui-là. Je suis dans un autre univers. Il y a ici un mode de langage chez nous qui est tout à fait normal. De même qu'il m'appellera Yammi, mon oncle, le Jetti, ou encore... nous sommes dans un autre univers. Et un univers qui est sacralisé, où il existe aussi une transcendance, qui est aseptisée. Je me sens dans un monde aseptisé lorsque je suis en France. À l'été 62, Guy Bonifacio a 22 ans. Sa famille d'origine espagnole, comme de nombreux Français d'Oran, décide de rester alors que la ville connaît une vague de violence et d'enlèvement d'Européens. Les Bonifacio ne craignent pas les représailles. Grâce à leur magasin de motos, ils sont connus et appréciés de leur entourage algérien. Ah, je ne considère pas qu'on est colons, non. C'était pas des colons. D'ailleurs, la colonisation, les propriétaires terriens, c'était des Français de souche. Les Français d'origine espagnole, c'était des ouvriers. Ils n'avaient pas droit à la propriété, ils n'ont pas eu. Ils ont eu après, quand ils ont racheté des propriétés à des colons français qui n'ont pas pu tenir le coup, qui ont abandonné la partie et qui ont vendu à des Espagnols. Mais les Français d'origine espagnole n'étaient pas propriétaires terriens. À l'indépendance, les parents de Guy viennent de finir de construire une maison spacieuse, conçue sur mesure pour eux et leurs 5 enfants. Guy Bonifacio y vit toujours. C'est la maison qui nous a retenus en Algérie, oui. Ça, je veux dire, c'est cette maison, avec ce jardin qui est en face, qui fait partie de la maison aussi, et qui est plein de vie, proche dans une ville très animée. Oui, c'est la maison et l'environnement, le bord de mer. Il y a le bord de mer est magnifique.
Cette existence dorée se complique dans les années 70, quand le président Ouari Boumedienne renforce le caractère musulman de la société et nationalise des secteurs entiers de l'économie. Le socialisme algérien est en marche. Il était difficile de trouver du lait, par exemple. On revenait du magasin d'État avec une boîte de lait, on était tout content, on avait gagné, parce qu'on avait une boîte de lait. C'était des queues interminables, on faisait plusieurs fois la queue parce qu'on ne vendait qu'une boîte à la fois. Ça se compliquait, parce qu'il y a eu des mesures qui étaient tout à fait aberrantes, comme l'interdiction de servir l'alcool dans les établissements aux Algériens. Il y a eu l'interdiction en 71 de l'élevage du cochon. Ces tracasseries font fuir de nombreux Français coopérants et pieds noirs, comme les sœurs et les frères de Guy. Lui est resté. Il se sent chez lui et veille à préserver son identité. Je me comporte comme un Français, pas comme un Algérien. Puis je reçois les Algériens avec ma culture, je vais chez eux avec leur culture, je suis très heureux d'aller chez eux. Quand je vais à leur mariage, à leur fête de famille, que ce soit les mariages, et les couscous, je bois du petit lait, je réclame pas du vin, je suis très heureux. Quand ils viennent chez moi, je leur sers du vin. Et c'est ce qu'ils veulent, que les cultures différentes, c'est une richesse. Je vis comme ça. À Oran, Guy Bonifacio connaît les rares endroits qui servent encore de la bière, les cabarets sulfureux de la Corniche et les bons restaurants. La plupart de ses amis sont algériens, comme Nasser, le patron du Corsaire, un ami d'enfance. Pour moi, il est là, il est parmi nous, je ne vois pas la différence. Je vois pas la différence. Il parle pas arabe? De toute façon, ici, il n'y a pas un tabou des gens qui parlent en français. Voilà. Tout le monde parle français. Même les arabisants, ils parlent français. La preuve, si tu remarques, tu jettes un coup d'œil, tous les enseignes, tous les magasins sont en français. Et pourtant, il y a une loi qui est inscrite, obligatoire de faire une enseigne en arabe. À partir des années 60, l'arabe devient peu à peu la langue officielle de l'enseignement puis de l'administration à la place de la langue française. Les Français durent s'adapter, tout comme beaucoup d'Algériens qui ne parlaient que le français, le kabyle et d'autres langues. Le français, ça fait partie de l'histoire d'Algérie. Mais mes amis algériens de ma génération me disaient, écoute, moi, je ne veux pas parler arabe avec toi. Avec toi, je veux parler en français. Et comme ils parlaient bien français, donc je n'ai pas fait l'effort de parler parce qu'ils parlaient très bien le français. On ne savait pas bien l'arabe, mais on n'était pas tout seul à pas bien savoir l'arabe. Par contre, les générations suivantes qui allaient à l'école algérienne, ils apprenaient l'arabe. On s'est dit que pour nos enfants, s'ils ne savaient pas l'arabe, ils ne seraient pas chez eux, ils ne seraient pas à l'aise en Algérie. Je suis persuadée que si j'avais compris l'arabe, j'aurais été encore plus attachée à l'Algérie. Beaucoup plus. Je le suis déjà très, très bien, mais j'aurais été davantage algérienne. Voilà, c'est le mot. Dans la petite ville de Sig, Adrien Lopez est un patron connu, le descendant d'une lignée d'entrepreneurs qui firent fortune dans la production d'huile d'olive. Avant l'indépendance, le commerce de l'olive était international. On vendait des olives en Amérique du Sud, on vendait des olives au Canada, on vendait des olives à Cuba, on vendait des olives... Après l'indépendance, on a vendu des olives, bon, on vend des olives en France évidemment. Après l'indépendance, avec les pays socialistes, on a exporté des bateaux pleins d'olives
principalement fabriqués au SIG, notamment à Tlemcen et ailleurs, en Roumanie, Bulgarie, Russie même. Ça a très bien marché autour des années 70. Après en 70, quand on a nationalisé le commerce extérieur, c'est l'État qui nous prenait les olives pour les commercialiser, qui ne nous payait pas. Alors ça ne m'a pas intéressé. J'ai arrêté la conserve d'olives et je me suis mis à faire des champignons. Voilà. Les carrières. Allez, vous descendez. En Algérie, on ne consommait pas de champignons, même les Européens, très peu. Les premiers champignons que j'ai amenés chez un commerçant, un épicier qui faisait les légumes, etc., je lui ai posé les champignons, il me dit laisse-les, si je les vends, je te les paye, si je les paye pas, si je les vends pas. Bon, il les a vendus, et puis après, bon, et ça a intéressé les gens, ils ont goûté, ça a intéressé les gens, et ça a démarré comme ça. En 62, les deux frères d'Adrien partent en France. Lui reste seul avec ses parents. On est resté pourquoi? Parce qu'on avait des dépôts de marchandises qui étaient en Algérie, dont on n'avait pas été payé. Hein, on manquait d'argent, on devait de l'argent aux banques. On avait des stocks d'olives qui n'étaient pas écoulés. Alors on s'est dit, bon, eh ben, on va partir sans sous. Alors qu'on avait les choses. Alors on est resté pour mettre de l'ordre et mieux voir, c'est tout. 50 ans plus tard, Adrien Lopez a réussi à préserver le patrimoine familial. Des milliers de mètres carrés de terrain où était jadis stockée l'huile d'olive. Aujourd'hui, ils ne servent plus mais valent leur pesant d'or. Et s'il doit vendre un jour, il aura le droit de ramener l'argent en France car il est resté français. Il y a pour un montant de 163 467 à régler. C'est un chèque à faire. Voilà. Je l'ai Avant la passé. déclaration d'impôt 75 600 à payer. 75 600. Bon, tu peux pas rendre le chèque. La nationalité algérienne, je n'en veux pas. Si je demande la nationalité algérienne, vu la loi, hein, le jour où je veux vendre un bien, je ne pourrai pas faire le transfert d'argent parce que je serai algérien. Alors je garde ma nationalité française, c'est mécanique. C'est la loi. Les Lopez sont les derniers Français de Sig. La femme d'Adrien, Lucette, aimerait bien partir en France. Elle sort de moins en moins, ne voit son fils et ses petits-enfants que rarement, car ils vivent en Nouvelle-Calédonie. C'est sûr, ici on n'a pas de famille, personne. On a quelques amis, c'est tout. Et ça va se rétrécissant. C'est le travail. J'ai envie un peu de me... Et en France, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, ça répond. Voilà. En France, qu'est-ce qu'on ferait? Emmener le chien et aller... On prend un petit chariot, on va à Carrefour, on fait le tour de Carrefour, on revient. Mais on voit du monde. Voilà, on voit du monde. Quand on va en France, c'est la tournée des médecins. Contrôler ceci, contrôler cela, les yeux, le nez, les oreilles et tout le reste. Bon, voilà. On va faire le contrôle. Révision générale. Je préfère m'occuper que de rien foutre à promener les chiens et aller dans une maison de retraite. Hein. Vous n'avez pas envie d'habiter en France? Il faudra bien que ça se finisse comme ça, mais tant que je peux rester ici, je suis pas mal. Et puis j'ai pas beaucoup de revenus en France non plus. Hein. Adrien Lopez a déjà vécu en France dans les années 90. Il a tenu 1 an et demi et est rentré au pays.
Pendant cette décennie, l'Algérie connaît une poussée de l'islamisme politique qui va dégénérer en un conflit sanglant entre l'armée régulière et des groupes intégristes radicaux. Le pays est au bord de la guerre civile. Des villages, des familles même se déchirent. Beaucoup d'Européens encore en Algérie quittent le pays. Le conflit fera entre 60 et 150 000 morts et n'épargnera personne. De l'autre côté de la montagne, il y avait un groupe de terroristes qui était là en 94, 91, 93 et qui a demandé une rançon et qui nous a menacé si on ne payait pas, qu'il y aurait de gros problèmes. Alors j'ai fait ce qu'ils ont demandé pour que rien ne se passe de grave. La police l'a suivi et m'a mis en prison. On a reçu une lettre anonyme. Toi et ta femme et ta truc, tu seras descendu. Bon, il durera 5 jours. Je suis parti en France un mois. Hein, et puis après, j'ai dit, bon, tant pis. Hein, je suis revenu. Et 2 mois après, j'ai reçu un coup de fil en disant, tu es toujours là, on va t'abattre sur restaurant. On va venir mal j'ai dit, Ratrawad. Ça fait du mal de faire foutre. Et oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Il fallait vivre avec, hein. Beaucoup de gens sont partis. Et... Bon, le restaurant marchait même plus d'ailleurs. Faisait une moyenne de 2 couverts et demi par mois. Il a fallu le tenir. C'était rude, ça. On vivait dans un état de tension dont on n'avait pas conscience, en fait. Ça a été rude. Mais on n'était pas... Enfin, on se sentait pas particulièrement visé. On était, comme tout le monde, dans une situation impossible. Comme 30 millions d'Algériens. Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous descendez la rue du Douche-Mourad, Grand Boulevard, et que vous voyez sur le trottoir et vous ne descendez pas, prudence, et que vous voyez une fille, une jeune fille, je dis ça parce que ce sont des images qui me restent, les cheveux au vin, cambrés, blue jean, et marcher sur le trottoir, on se dit, celle-là, elle a du cran. Elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais, mais elle me donnait du cran. Autrement dit, il y en avait qui bravaient le malheur, qui bravaient. Il fallait rester debout. Elle n'était pas européenne. Elle n'était pas type algérien. Je dis donc que vous pouviez avoir le terrorisme, vous pouviez avoir... Ok. Mais ce n'était pas les seules forces qui étaient en Algérie. Et vous pactisez avec quoi? Fuir. Pour moi, c'était de la lâcheté. Pas possible. Ils ne sont pas partis, ni en 1962, ni durant les noires années 90. Allez, en route, à Camille tous les deux. On s'en va. Ils finiront probablement leur vie dans ce pays qui les a vus naître. Ces Français d'Algérie ne sont plus aujourd'hui que quelques centaines, comme Cécile Serra et Maurice Baglietto, enracinés dans cette terre d'Algérie, quel qu'en soit le drapeau, la religion ou le régime politique. La baisse. لاباس لاباس صحة لاباس même que ça va pas en caler. والله الحمد لله. Oh, toujours jeune. Toujours jeune. Allez. Le cœur il est jeune. Le cœur il est jeune. Microbat, Yerfat. En neuf, mon fils. Alors vous voyez comment je mange mon écolier? Je me régale. Madame Serra, c'est bientôt le ramadan. Vous allez faire le ramadan? Cette année peut-être. Je me sens bien peut-être, mais moi si je veux, je fais une semaine, hein, c'est tout. Hein. Ça ne me gêne pas, hein. Ça ne me gêne pas parce que je n'ai pas beaucoup d'appétit, alors ça, elles sont extra. Vous n'avez jamais fait le ramadan? Non, vous ne faites pas vous le ramadan? Non. Non, ah non. Mais vous ne pas bien chaque fait. Pour ça, ces choses-là, vous savez, moi je respecte en principe toutes les religions.
Politique. Une hein? Une? Oui. À la note. Écoutez-moi un peu. Hein? Que l'année prochaine, on recommence. On recommence. Voilà, bien sûr. D'accord. Pour l'anniversaire de l'indépendance, Félix Kolodzi et ses camarades rendent hommage à Ahmed Ben Bella, le premier président de l'Algérie. Voilà, on va donc déposer très symboliquement ces quelques roses rouges à sa mémoire. « 50 ans plus tard, l'Algérie n'est sans doute pas ce qu'en avait rêvé Félix, le jeune militant syndical. Mais envers et contre tout, il reste fidèle à son pays. Pour nous, ce n'est pas des Français, c'est des Algériens d'origine européenne, parce qu'ils sont plus Algériens que les Algériens. On ne peut pas dire ça que Français. Non. Moi, Kolodzi, pour moi, c'est mon frère. C'est mon frère. Tu vas faire pleurer bientôt. Tu sais qu'il est l'homme facile. Mais si c'est le carré des martyrs, en principe, c'est là que je serai enterré. et que je voudrais être enterré. Après 6 ans d'exil en France pendant les années noires, Guy Bonifacio est revenu vivre à Oran. Il veille sur la maison familiale, seul la plupart du temps, même si parfois ses frères et sœurs lui rendent visite. Mais il ne reste pas longtemps, une quinzaine de jours, ça suffit, ils revoient leur contact, ils se replongent dans l'ambiance et puis ils sont contents d'être venus, de voir leur maison. Ils savent qu'il y a cette maison avec leurs souvenirs et ça les rassure beaucoup. D'ailleurs, ils tiennent à la garder, et telle qu'elle. Et j'en suis le gardien. Je suis le dépositaire de bons souvenirs. Guy Bonifacio, Félix Kolodzi et Cécile Serra n'ont pas d'enfants en Algérie. Leur trace dans le pays va disparaître. Pour Germaine Ripoll, au contraire, l'odyssée algérienne se poursuit à travers son fils et ses petits-enfants. Oh, ils sont beaux, hein. On a ramassé plein coup. Allez, vous avez les oreilles? Oui, on a un pour ça. J'étais après à les oreilles. Oui, on a fait ça pour ouvrir les oreilles. Tu en veux? Non, 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 merci chérie. Non, c'est gentil. Merci. Allez, oui, on a beaucoup. Allez, vas-y. Il y en a un carton. Allez, vas-y. Je suis très fière. Très fière. J'espère seulement que mes petits-fils suivront le même chemin, qu'ils continueront ce petit trajet que j'ai fait toute seule. Les petits-enfants de Marie-France Grangot vivent des deux côtés de la Méditerranée. Malgré leur volonté d'intégration, les Grangot n'ont jamais réussi à se fondre complètement dans la société algérienne. On ne gomme pas si facilement l'héritage français gravé dans son identité. Pendant longtemps, moi, j'ai eu du mal à... J'étais complexée parce que j'étais fille de colon quand même, hein. Donc je me sentais quand même pas tout à fait légitime comme algérienne. Et puis un jour, bon, j'ai fait le tri dans ma tête et je me suis acceptée avec mon histoire. Je suis algérienne, mais je ne suis pas comme tout le monde. Donc, en fait, on a beaucoup plus de liberté que n'importe qui. Parce qu'on n'a pas les pesanteurs sociales des Algériens. C'est une chance, quoi. C'est une chance de ne pas être comme tout le monde, au fond.